Que dire de Paris? Évidemment, tout cela fut du délire et de l'idiotie. Je n'y passai qu'environ 3 semaines. Ce fut la fin de mes 100 000 francs. Je dis bien 100 000 seulement, car je remis les 100 autres à Mademoiselle Blanche en argent comptant. 50 000 à Francfort, et 3 jours plus tard à Paris, encore 50 000 francs contre une lettre de change. Elle les reprit d'ailleurs de moi en espèces une semaine plus tard. Et les 100 000 francs qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon Uchitel. Uchitel, elle ne m'appelait jamais autrement. Il est difficile d'imaginer qu'il existe au monde quelque chose de plus calculateur, de plus avide et de plus ladre que la catégorie d'êtres à laquelle appartenait Mademoiselle Blanche. Quand il s'agit de leur argent, s'entend. Pour ce qui est de mes 100 000 francs, elle finit par me déclarer ouvertement qu'il lui était nécessaire pour ses frais de premier établissement à Paris. Ainsi, je suis maintenant sur un pied convenable une fois pour toutes et on ne m'en délogera pas de sitôt. En tout cas, j'ai pris des mesures pour cela, ajouta-t-elle. Au reste, je ne vis pour ainsi dire pas les 100 000. C'est elle qui tenait les cordons de la bourse. Et dans mon porte-monnaie dont elle vérifiait le contenu quotidiennement, il n'y avait jamais plus de 100 francs. Moins même, le plus souvent. « Pourquoi aurais-tu besoin d'argent » me disait-elle parfois de son air le plus ingénu. Je ne discutais pas. En revanche, avec cet argent, elle n'avait pas mal, mais pas mal du tout arrangé son appartement. Quand elle m'y amena pour pendre la crémaillère, elle me dit, en me le faisant visiter, « Voilà ce que l'économie et le goût peuvent faire avec les moyens de misère. » Cette misère avait coûté exactement 50 000 francs. Les autres 50 000 furent utilisés pour acheter une voiture, des chevaux, et pour organiser 2 bals, 2 soirées plutôt, auxquelles furent conviés et Hortense, et Lisette, et Cléopâtre, des femmes remarquables à bien des égards et qui étaient même loin d'être vilaines. En ces 2 occasions, je dus jouer le rôle stupide de maître de maison, accueillir et occuper des boutiquiers parvenus au temps qu'obtus, divers lieutenants incroyablement ignares et d'un sans-gêne impossible, de piteux écrivaillons et autres folliculaires qui se présentèrent en frac dernier cri et gants beurre frais, d'une outrecuidance et d'une fatuité dont on n'a même pas idée à Pétersbourg. Et c'est pas peu dire. Il leur prit même la fantaisie de me ridiculiser, mais je me grisais de champagne et restais affalé dans une pièce éloignée. Tout cela me dégoûtait au plus haut point. « C'est un Uchitel, disait Blanche en me montrant. Il a gagné 200 000 francs et sans moi il n'aurait pas su comment les dépenser. Après il redeviendra précepteur. Quelqu'un connaît-il une place? Il faut le caser. » Je me mis à recourir fréquemment au champagne, car je ne cessais pas d'être fort triste et je m'ennuyais à mourir. Je vivais dans le milieu le plus bourgeois, le plus mercantile, où l'on comptait et soupesait chaque sou. Pendant les 2 premières semaines, Blanche était loin d'avoir de l'affection pour moi, je le constatais. Il est vrai qu'elle m'avait commandé des vêtements très élégants et qu'elle faisait chaque jour le nœud de ma cravate. Mais au fond, elle me méprisait cordialement. Je n'y faisais pas la moindre attention. Morne et plein d'ennuis, je me rendais habituellement au Château des Fleurs où je me saoulais régulièrement, en apprenant le cancan que l'on y dansait très médiocrement. Par la suite, j'acquis même là une certaine célébrité. Blanche finit par y voir clair. Elle avait une idée préconçue de ma personne. Elle se figurait que tant que durerait notre vie en commun, je la suivrais partout, pas à pas, crayon et papier à la main, en tenant à jour le compte de ce qu'elle avait dépensé, de ce qu'elle avait volé, de ce qu'elle allait dépenser, de ce qu'elle allait voler. Elle était naturellement persuadée que nous allions nous livrer une bataille en règle pour chaque pièce de 10 francs. À chacune de mes offensives supputées, elle avait mis au point en temps utile une riposte. Au début, ne voyant pointer aucune attaque, elle contre-attaquait quand même. Elle se lançait parfois à corps perdu. Mais comme je me taisais, affalée le plus souvent sur un canapé, dans une immobilité totale, les yeux au plafond, elle finit par s'en étonner. Elle crut d'abord que j'étais tout simplement idiot. Un Uchitel ? Elle interrompait alors ses arguments, elle devait penser « Il est bête, inutile de lui donner des idées s'il est incapable de comprendre. » Alors elle sortait pour revenir au bout de 10 minutes. Cela se passait lors de ses plus folles dépenses, tout à fait au-dessus de nos moyens. Par exemple, elle changea d'équipage et acheta une paire de chevaux pour 16 000 francs. « Alors, Bibi, tu n'es pas fâché ?» venait-elle me dire. « Non, tu m'embêtes, » répliquai-je en la repoussant de la main. Cela était si curieux qu'elle s'assit aussitôt à côté de moi. « Vois-tu, si je me suis décidé à dépenser une telle somme, c'est que c'était une occasion. On pourra toujours les revendre 20 000 francs. Mais oui, ce sont des chevaux superbes. Te voilà en possession d'un fameux équipage. Cela te sera fort utile. Et en voilà assez. » « Alors tu n'es pas fâché ?
Pourquoi cela? Non, c'est astucieux de ta part de te prémunir de certaines choses indispensables. Tu auras besoin de tout cela plus tard, je comprends fort bien que tu sois obligé de te mettre sur un grand pied, sinon tu n'auras jamais ton million. Nos 100 000 francs ne sont qu'un début, une goutte d'eau dans la mer. Blanche, qui ne s'attendait à rien moins qu'à des cris et à des remontrances, tombait des nues. Alors voilà le genre de type que tu es. Mais tu as l'esprit pour comprendre, sais-tu, mon garçon. Tu as beau être un Uchitel, tu es sûrement né prince. Vraiment, tu ne regrettes pas trop que notre argent fonde rapidement? Mais non, qu'il aille plus vite. Mais, sais-tu... Mais dis donc, serais-tu riche par hasard? Mais sais-tu, tu méprises par trop l'argent. Qu'est-ce que tu feras après, dis donc? Après, j'irai à Hambourg et je gagnerai encore 100 000 francs. Oui, c'est cela, c'est magnifique, tu gagneras sûrement, je le sais, tu m'apporteras ton gain. Dis donc, mais tu t'y prends si bien que je vais me mettre à t'aimer pour de bon? Bien, puisque tu es comme ça, je m'en vais t'aimer pendant tout ce temps qu'il nous reste à passer ensemble, sans te faire d'infidélité. Vois-tu, je ne t'aimais pas tous ces temps-ci, parce que je croyais que tu n'étais qu'un Uchitel, quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas? Je suis pourtant resté fidèle, parce que je suis une bonne fille. À d'autres. Et Albert, ce petit officier noirot, tu crois que je n'ai rien vu la dernière fois? Mais tu me racontes tes histoires. Et tu vas croire que je me fâche peut-être? Je m'en balance. Il faut que jeunesse se passe, tu vas quand même pas le chasser, puisqu'il était là avant moi et que tu l'aimes. Mais ne lui donne pas d'argent, tu entends? Alors tu n'étais pas fâché pour ça non plus. Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe, s'écria-t-elle enthousiasmée. Eh bien, je t'aimerai et tu verras, tu seras content. En effet, elle parut vraiment s'attacher à moi depuis lors, même d'amitié. Ainsi passèrent nos 10 premiers jours. Je ne vis jamais les étoiles promises, mais sous certains rapports, elle tint parole. De plus, elle me fit connaître Hortense, une personne qui avait même des dons excessivement remarquables, et que dans notre cercle on appelait Thérèse philosophe. Inutile d'ailleurs de s'étendre sur ce sujet. Il pourrait former un récit spécial d'un coloris particulier que je ne voudrais pas mêler à cette histoire. En fait, je voulais par-dessus tout que tout cela finisse au plus vite. Nos 100 000 francs purent néanmoins durer presque un mois, comme je l'ai dit. J'en fus sincèrement étonné. Blanche avait utilisé au moins 80 000 francs à diverses acquisitions, et nous n'en dépensâmes pas plus de 20 000 à nous deux, et pourtant cela nous suffit. Sur la fin, elle était devenue presque franche avec moi. Elle ne mentait tout de même pas tout le temps. Et elle me révéla qu'au moins je n'aurais pas à payer certaines dettes qu'elle avait été forcée de contracter. « Tu n'as pas eu à signer de facture ni de traite, me disait-elle, parce que j'ai eu pitié de toi. Une autre ne se serait pas gênée de le faire et t'aurait conduit en prison. Tu vois comme je t'ai aimé, comme je suis bonne. Tu imagines ce que va encore me coûter rien que ce satané mariage. » Nous eûmes un mariage, en effet. Il se fit tout à la fin de notre mois. Je suppose qu'il fallait racler les fonds de tiroir pour y consacrer les derniers restes de mes 100 000 francs. C'est ainsi que cela prit fin, c'est-à-dire notre mois, après quoi je fus mis officiellement à la retraite. Voici comment les choses se sont passées. 8 jours après notre installation solennelle à Paris, le général arriva. Il se rendit directement chez nous, et dès la première visite y resta presque. Il avait toutefois un pied-à-terre quelque part en ville. Blanche l'accueillit joyeusement, avec des cris de gorge et rires, et se jeta même à son cou. L'affaire tourna de façon telle que ce fut elle qui ne le lâcha plus. Il dut l'accompagner partout, sur le boulevard, à la promenade, en voiture, au théâtre, en visite. Le général convenait encore à cet emploi. Il avait assez de prestance et de dignité, la taille avantageuse, les favoris et les moustaches immenses, il avait servi dans les cuirassiers, le visage distingué, quoique un peu flasque. Il avait d'excellentes manières et portait l'habit à merveille. À Paris, il arbora ses décorations. Avec un tel personnage, déambuler sur les boulevards était non seulement possible, mais encore recommandable. Le général, qui manquait non pas de bonté, mais d'intelligence, était aux anges. En arrivant chez nous à Paris, il était loin de s'attendre à cette tournure des événements. Il tremblait presque de crainte. Il croyait que Blanche pousserait des cris et le mettrait à la porte. Aussi fut-il ravi et passa-t-il tout ce mois dans une espèce d'exultation béate. Il était encore dans cet état quand je le quittai. Ce n'est qu'en arrivant ici que j'eus des détails sur ce qui lui était arrivé, lorsque nous partîmes précipitamment de Roulettenbourg. Le matin même, il eut une sorte d'attaque.
Il tomba évanoui, puis toute la semaine il divagua comme un fou. On le soignait quand il laissa tout en plan pour prendre le train et débarquer à Paris. Inutile de dire que l'accueil de Blanche fut le meilleur tonique qu'on put imaginer pour lui. Mais les symptômes de la maladie demeurèrent longtemps, malgré sa joie et son exultation. Il ne pouvait plus du tout raisonner, ni même suivre une conversation tant soit peu sérieuse. Il accompagnait alors chaque mot d'un en hochant la tête. Il s'en tirait ainsi. Souvent il riait, mais d'un rire nerveux, maladif, saccadé. Il lui arrivait encore de rester assis des heures entières, sombre comme la nuit, fronçant ses sourcils épais. La mémoire lui faisait même défaut dans bien des cas. Il était devenu distrait jusqu'à l'incohérence, et il avait pris l'habitude de parler tout seul. Seule Blanche pouvait l'égayer. D'ailleurs, ses accès d'humeur morose, quand il se tenait renfermé dans un coin, signifiaient simplement qu'il n'avait pas vu Blanche depuis longtemps, ou que celle-ci était sortie sans le prendre, ou qu'elle l'avait quitté sans un mot affectueux. Il n'aurait pu dire lui-même ce qu'il désirait, et il ignorait qu'il était en pleine mélancolie. Si Blanche partait pour toute la journée, probablement chez Albert, je l'ai observé une fois ou deux, le général restait assis une heure entière, puis le voilà qui tourne la tête, qui s'agite, qui regarde de tous côtés comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose, comme s'il cherchait quelqu'un. Mais ne voyant personne et n'arrivant pas à se rappeler ce qu'il voulait demander, il retombe dans sa torpeur jusqu'à ce que Blanche rentre subitement, gaie, vive, parée avec son rire sonore. Elle courait vers lui et se mettait à le houspiller, et même à l'embrasser, faveur rare d'ailleurs. Une fois il fut si heureux de la revoir qu'il en pleura, à mon ébahissement. Dès qu'il fut parmi nous, Blanche se fit l'avocat de sa cause devant moi. Elle donna même dans l'éloquence. Elle me rappela que c'était pour moi qu'elle l'avait trompé, qu'elle était pour ainsi dire sa fiancée, qu'elle s'était promise à lui, qu'il avait abandonné sa famille à cause d'elle, enfin que j'avais été à son service et que je devais en tenir compte. Bref, comment n'avais-je pas honte? Je restais muet comme une carpe tandis qu'elle continuait sa logorée. Finalement j'éclatai de rire. Nous en restâmes là, c'est-à-dire qu'elle me prit d'abord pour un imbécile pour en arriver à la conclusion que j'étais un excellent homme et très accommodant. En un mot, vers la fin de mon séjour, j'eus l'heure de mériter les meilleures dispositions de cette digne demoiselle. Blanche était en effet une excellente fille, dans son genre, bien entendu. Je m'étais trompé d'appréciation au départ. « Tu es un homme intelligent, tu es bon, me disait-elle dans les derniers temps, et seulement c'est bien dommage que tu sois si bête. Tu ne feras jamais fortune. Un vrai Russe, un Kalmouk. » À plusieurs reprises, elle m'envoya promener le général à travers les rues de Paris, tel un valet, la levrette de sa patronne. Cependant, je l'emmenai aussi au théâtre, au bal-mabille, au restaurant. Blanche octroyait de l'argent pour ces occasions, bien que le général eût le sien. Il était ravi de sortir son portefeuille en public. Un jour, je dus presque employer la force pour l'empêcher d'acheter une broche de 700 francs dont il s'était entiché au Palais Royal et dont il voulait absolument faire cadeau à Blanche. Qu'aurait-elle fait d'une broche de 700 francs? Le général ne possédait pas plus de 1000 francs pour tout potage. Je n'ai jamais pu en découvrir l'origine. Monsieur Astley, probablement, d'autant plus qu'il avait réglé leur note d'hôtel. Quant à l'idée que le général pouvait se faire de moi pendant toute cette période, j'incline à croire qu'il ne soupçonnait même pas mes rapports avec Blanche. Bien qu'il eût vaguement entendu dire que j'étais chez elle comme une sorte de secrétaire particulier, peut-être même comme domestique. De toute façon, il continuait à me traiter du haut de sa grandeur, à la générale. Il lui arrivait aussi de se lancer dans l'admonestation. Un matin que nous étions en train de prendre notre petit déjeuner, il nous fit bien rire, Blanche et moi. Ce n'était pas un homme exagérément susceptible, mais là, tout à coup, il se vexa contre moi. Pourquoi, je n'en sais rien, jusqu'à présent, pas plus que lui d'ailleurs. Bref, il commença un discours sans queue ni tête, à bâton rompu. Il criait que je n'étais qu'un galopin, qu'il m'apprendrait, qu'il m'en ferait voir, etc., etc. On n'y comprenait rien. Blanche riait aux larmes. Enfin, on réussit à le calmer, à l'emmener faire une promenade. Or, je n'étais pas sans remarquer souvent que, même en présence de Blanche, il devenait triste. Que quelqu'un ou quelque chose lui faisait de la peine, lui manquait. À ces moments-là, il entreprit une fois ou deux de me parler, mais il ne put jamais s'expliquer clairement. Il évoquait sa carrière militaire, sa défunte femme, son domaine, sa maison. Un mot quelconque retenait-il subitement son attention. Il en était très content, il lui arrivait de le répéter à longueur de journée, bien qu'il n'eût aucun rapport avec ses sentiments ni avec ses idées.
Je tentais de lui parler de ses enfants, mais il se dérobait en bredouillant comme par le passé, et il se hâtait de changer de sujet. Oui, oui, les enfants, vous avez raison, les enfants. Une fois seulement je le sentis ému. Nous allions au théâtre. Ce sont des enfants malheureux, dit-il tout à coup. Oui, monsieur, des enfants malheureux, ajouta-t-il en accentuant ce dernier mot. Durant la soirée, il répéta « des enfants malheureux ». Mais lorsque j'abordai le sujet de Pauline, il se mit en fureur. « C'est une ingrate » s'écria-t-il. « Elle est méchante et ingrate. Elle a déshonoré toute la famille. Si seulement il y avait des lois ici, je lui aurais serré la vis. Ah, mais parfaitement. Quant à Desgrieux, il ne pouvait même pas en entendre parler. Il a causé ma perte, il m'a volé, il m'a égorgé. Il a été mon cauchemar pendant 2 années entières. J'ai rêvé de lui pendant des mois et des mois. Oh, ne me parlez jamais de lui. » Je voyais bien que quelque chose s'arrangeait entre eux, mais comme d'habitude, je me tenais coin. Blanche me le déclara la première, exactement 8 jours avant notre séparation. « Il a de la chance, » babillait-elle. « La baboulinka est malade pour de bon cette fois-ci. Ses jours sont comptés. Monsieur Astley nous a envoyé un télégramme. Avoue qu'il est tout de même son héritier. Et même s'il ne l'était pas, il ne gênera en rien. Premièrement, il a sa pension, et deuxièmement, je l'installerai dans la chambre du fond et il sera parfaitement heureux. Quant à moi, je serai Madame la Générale. J'entrerai dans le milieu des gens bien. » Blanche en rêvait sans cesse. « Et je serai plus tard une propriétaire russe. J'aurai un château des Mougiques et puis j'aurai toujours mon million. » Bon, mais s'il devient jaloux, s'il exige Dieu sait quoi, tu comprends? Ah, mais non, 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 non. Comment oserait-il? Ne t'en fais pas, j'ai pris mes précautions. J'ai déjà fait signer les traites au nom d'Albert. Au moindre signe, gare. D'ailleurs, il n'osera pas. Alors épouse-le. Le mariage fut célébré sans grande pompe, dans l'intimité et discrètement. En fait d'invité, il n'y eut qu'Albert et quelques proches. Hortense, Cléopâtre et compagnie furent résolument tenus à l'écart. Le fiancé s'intéressait beaucoup à sa nouvelle situation. Blanche lui noua elle-même sa cravate et le pommada. En habit et gilet blanc, il avait l'air très comme il faut. « Il est pourtant très comme il faut, » me déclara-t-elle en sortant de la chambre du général, comme si cette idée l'avait surprise elle-même. Je m'intéressais si peu aux détails, en ne participant à tout cela qu'en spectateur nonchalant, que bien des choses m'ont échappé de l'événement. Mais je me rappelle seulement que Blanche ne s'appelait pas du tout De Comminges, de même que sa mère ne s'appelait pas De Comminges, mais Duplessis. Pourquoi était-elle devenue De Comminges? Je l'ignore jusqu'à présent. Mais le général, de cela aussi, fut très content. Duplessis lui plaisait plus que De Comminges. Le matin du mariage, déjà tout équipé, il marchait de long en large dans le salon et se répétait à lui-même d'un air important « Mademoiselle Blanche Duplessis, Blanche Duplessis, Duplessis ». Puis il le redisait en le prononçant à la russe, et une certaine suffisance se répandait sur ses traits. À l'église, à la mairie, puis au lunch donné à la maison, il était non seulement joyeux et satisfait, mais encore fier. Quelque chose s'était passé en eux. Blanche prit aussi une espèce d'attitude particulièrement digne. « À présent, mon maintien doit devenir tout à fait différent, me dit-elle avec le plus grand sérieux. Mais vois-tu, je n'avais pas pensé à une chose très fâcheuse. Figure-toi, je n'arrive toujours pas à apprendre mon nouveau nom. Zagoriansky, Madame la Générale de Zag... Ces diables de noms russes. Enfin, Madame la Générale à 14 consonnes. Comme c'est agréable, n'est-ce pas? » Enfin, nous nous séparâmes. Blanche, cette petite gourde de Blanche, versa même quelques larmes au moment des adieux. « Tu étais bon enfant, » pleurnichait-elle. « Je te croyais bête et tu en avais l'air, mais cela te va. » Après m'avoir une dernière fois serré la main, elle s'écria soudain « Attends !» Elle se précipita dans son boudoir et en revint 1 minute plus tard avec 2 billets de 1000 francs. Je ne l'aurais jamais cru. « Cela pourra te servir. Tu es peut-être un Ougitel savant, mais tu es un homme tout à fait bête. Pour rien au monde, je te donnerai plus de 2000 parce que tu les perdrais au jeu de toute façon. Eh bien, adieu, nous serons toujours bons amis. Si par hasard tu gagnes encore, ne manque pas de venir me voir et tu seras heureux. J'avais encore moi-même 500 francs.
En outre, j'ai une superbe montre qui en vaut 1000 et des boutons de manchette en diamant de menus objets. Je peux encore tenir le coup assez longtemps, sans aucun souci. C'est à dessein que je me suis installé dans cette petite ville. Je me prépare et surtout j'attends M. Astley. J'ai appris de sources sûres qu'il sera de passage ici pour affaires pendant 24 heures. Je serai informé de tout. Et après direction Hambourg. Je n'irai pas à Rothenburg, ou alors l'année prochaine. On prétend en effet qu'il est de mauvais augure de tenter la chance 2 fois de suite à la même table. Et puis à Hambourg, c'est le vrai jeu. Voilà 1 an et 8 mois que je n'ai touché à ces notes. Ce n'est que maintenant, en proie à la mélancolie et au chagrin, que je les ai relues machinalement pour me changer les idées. Ainsi j'en étais resté à ce projet de départ pour Hambourg. Mon Dieu, avec quelle insouciance relative d'ailleurs j'écrivais alors ces derniers lignes. C'est-à-dire pas exactement avec insouciance, mais plutôt avec quelle assurance, avec quel espoir inébranlable. Doutais-je le moins du monde de moi, et voilà que plus d'1 an et demi s'est écoulé, je crois être devenu pire qu'un mendiant. Et quoi, un mendiant? Je m'en fiche de la mendicité, mais je me suis perdu. D'ailleurs, presque aucune comparaison n'est valable, et il est parfaitement inutile de se faire de la morale. Il n'y a rien de plus ridicule que la morale en un moment pareil. Oh, gens satisfaits! Avec quelle fière suffisance ces bavards sont tous disposés à proclamer leur sentence. S'ils savaient à quel point je comprends moi-même toute l'ignominie de ma situation actuelle, leur langue ne tournerait certes pas dans leur bouche pour me faire la leçon. Et que pourraient-ils me dire que je ne sache déjà? Il s'agit bien de cela. Ce qui importe, c'est que la roue fait un tour et tout change. Alors ces mêmes moralistes, je n'en doute pas un instant, seront les premiers à venir me féliciter avec des plaisanteries amicales, et ils ne se détourneront pas de moi comme ils le font maintenant. Mais qu'ils aillent tous au diable. Que suis-je maintenant? 0. Que puis-je être demain? Demain, je peux ressusciter d'entre les morts et recommencer à vivre. C'est l'homme en moi que je peux retrouver tant qu'il n'est pas perdu encore. Oui, je me suis alors rendu à Hambourg. Mais ensuite je suis revenu à Rothenburg. Je suis allé à Spa. J'ai même été à Bade, comme valet de chambre du conseiller Hinz, une canaille, et mon précédent maître ici. Oui, j'ai été laquais 5 mois entiers. Cela aussitôt après la prison, car j'ai aussi fait de la prison à Rothenburg pour une dette contractée ici. Un inconnu m'a racheté. Qui? Monsieur Astley, Pauline? Je ne saurais le dire. Mais la dette fut payée, en tout 200 thalers, et je recouvrai ma liberté. Où aller? C'est ainsi que j'entrai au service de ce Hinz. C'est un homme jeune, versatile et qui aime paresser. Moi, je parle et j'écris 3 langues. J'entrai chez lui en vague qualité de secrétaire à 30 florins par mois. Je finis par être un laquais authentique. Le Hinz n'avait plus les moyens de se payer un secrétaire et il diminua mes gages. Je ne savais pas où aller. Je restai, et ainsi je me fis moi-même domestique. J'avais toujours faim et soif à son service, mais je réussis à mettre de côté 70 florins. Un soir, à Bade, je vins lui déclarer que je désirais le quitter. Je me rendis le même soir à la roulette. Oh, comme mon cœur battait! Non, ce n'était pas à l'argent que je tenais. Je voulais seulement que le lendemain, tous ces Hinz, tous ces Oberkellner, toutes ces splendides badoises, que tous ils parlât de moi, qu'ils se racontassent mon histoire, qu'ils fussent étonnés par moi, qu'ils me couvrissent de louanges et qu'ils admirassent mon nouveau succès. Ce n'était que rêve et préoccupation d'enfant, mais sait-on jamais. Peut-être aurais-je rencontré aussi Pauline, lui aurais-je parlé, et elle aurait constaté que j'étais au-dessus de ces absurdes poussées du sort. Oh non, ce n'est pas à l'argent que je tiens. Je suis sûr que je l'aurais encore jeté par la fenêtre pour une blanche quelconque et que j'aurais de nouveau roulé 3 semaines à Paris avec un attelage de mes propres chevaux à 16 000 francs. Je sais bien que je ne suis pas avare. Je crois même que je suis prodigue. Et cependant, avec quel tremblement, quelle angoisse, j'écoute les annonces du croupier. 31. Rouge, impair et passe. Ou bien 4 noirs, pair et manque.
Avec quelle avidité je regarde le tapis où sont répandus Louis d'or, Frédéric et Thaler, les piles d'or que le râteau du croupier éparpille en amas ardents comme de la braise, les colonnes d'argent longues d'une toise couchées autour de la roue. Dès que j'approche de la roulette, je puis encore en être séparé par d'autres salles. Au seul tintement des pièces qui s'entrechoquent en roulant, je suis presque en transe. Oui, ce fut aussi un soir remarquable, celui où j'apportai mes 70 florins à la table de jeu. Je commençai avec 10 florins, et de nouveau par passe. J'ai une prédilection pour passe. Je perdis. Il me restait 60 florins d'argent. Je réfléchis et me décidai pour 0. Je misai 5 florins à chaque coup. Au 3e, le 0 sortit. En recevant mes 175 florins, je faillis mourir de joie. Lorsque j'en avais gagné 100 000, je n'avais pas été aussi heureux. Je plaçai immédiatement 100 florins sur rouge et gagnai. Je laissai les 200 sur rouge, je gagnai. Je poussai les 400 sur noir, je gagnai. Le total des 800 sur manque, je gagnai. Avec l'argent que j'avais de mon premier gain, cela faisait 1700 florins en moins de 5 minutes. En vérité, à de pareils moments, on oublie tous les échecs antérieurs. N'avais-je pas atteint cela en risquant plus que ma vie? J'avais eu l'audace de prendre ce risque. Et voilà que je comptais de nouveau parmi les hommes. Je pris une chambre à l'hôtel. Je m'y enfermai, et je restai là à compter mon argent jusque vers 3 heures du matin. Lorsque je me réveillai, je n'étais plus à la quai. Je décidai de revenir le jour même à Hambourg. Je n'avais pas servi comme domestique, ni été en prison. Une demi-heure avant le départ de mon train, je me rendis au casino pour y faire 2 mises, pas plus. Je perdis 1500 florins. Je partis tout de même pour Hambourg. Cela fait 1 mois que j'y suis. Je vis naturellement dans un état d'alarme continuelle. Je joue le plus modestement possible et j'attends quelque chose. Je suppute. Je passe des journées entières près des tables et j'observe le jeu. Je le vois même en rêve. Malgré tout, j'ai le sentiment d'être engourdi, de m'être enlisé dans une sorte de vase. Mes impressions lors de ma rencontre avec M. Astley m'amènent à cette conclusion. Je ne l'avais pas revu depuis ce fameux matin à Roulettenbourg, et je le rencontrai tout à fait par hasard. Voici comment. Je me promenais dans le jardin public et calculai que je n'avais presque plus d'argent, mais qu'il me restait 50 florins. D'autre part, j'avais réglé l'avant-veille ma note à l'hôtel, où j'avais loué une mansarde. J'avais donc la possibilité d'aller une seule fois à la roulette. Si je gagnais, un tant soit peu, je pouvais continuer à jouer. Si je perdais, je redevenais un domestique au cas où je ne trouvais pas instantanément une famille russe qui eût besoin d'un précepteur. Absorbé par cette pensée, je me dirigeais vers le parc, la forêt et la principauté voisine. C'était ma promenade quotidienne. Il m'arrivait ainsi de marcher pendant 3 ou 4, 5 heures et de revenir à Hambourg fatigué et affamé. Je venais de sortir du jardin public et j'entrais dans le parc, lorsque je vis tout à coup, sur un banc, M. Astley. Il m'avait aperçu le premier, et il m'appela. Je m'assis à côté de lui. Je lus une certaine gravité sur son visage et je réfrénai aussitôt ma joie, bien que j'eusse été vraiment très heureux de le revoir. « Ainsi vous êtes ici, me dit-il. Je comptais bien vous rencontrer. Ne prenez pas la peine de me raconter, je sais tout. Je suis au courant de vos faits et gestes durant cette année et ces 8 mois. Ah, voilà comment vous surveillez les vieux amis, répondis-je. Vous ne les oubliez pas, cela vous fait honneur. Mais au fait, j'y pense. Ne serait-ce pas vous qui m'avez fait sortir de prison à Roulettenbourg où j'étais enfermé pour une dette de 200 florins? C'est un inconnu qui l'a payé. Non, non. Ce n'est pas moi qui vous ai fait libérer de la prison de Roulettenbourg pour une dette de 200 florins. Mais je savais que vous étiez en prison pour une dette de 200 florins. Mais alors vous savez qui m'a racheté? Oh non, je ne saurais dire que je le sais. Bizarre. Je ne suis connu d'aucun de nos Russes. Du reste, ce ne sont pas les Russes d'ici qui auraient payé. Il n'y a que chez nous, là-bas en Russie, que les orthodoxes rachètent les orthodoxes. Et moi qui croyais que c'était quelque original d'anglais, par excentricité. Monsieur Astley m'écoutait, non sans surprise. Il devait s'attendre à me trouver morne et abattu. « Je suis tout de même heureux de constater que vous avez entièrement gardé votre indépendance d'esprit et même votre gaieté, dit-il d'un ton plutôt déplaisant. Autrement dit, vous enragez intérieurement de me voir ni anéanti ni humilié, répondis-je en riant. Il ne comprit pas tout de suite. Il sourit quand il eut saisi. J'aime vos réparties.
À vos paroles, je reconnais mon vieil ami d'antan, intelligent, enthousiaste en même temps que cynique. Seuls les Russes peuvent réunir en eux tant de qualités contraires. C'est vrai que l'homme aime voir son meilleur ami humilié par rapport à soi. L'amitié est fondée la plupart du temps sur l'humiliation, c'est une vérité de toujours, bien connue des gens sensés. Mais en l'occurrence, je vous assure que je suis sincèrement heureux que vous ne perdiez pas courage. Dites-moi, vous n'auriez pas l'intention de renoncer au jeu? Oh, au diable le jeu, j'y renoncerai, séance tenante, si seulement... Si seulement vous aviez la possibilité de vous refaire maintenant. C'est bien ce que je pensais. Inutile de terminer votre phrase. Vous l'avez dit sans réfléchir. C'est donc que vous avez dit vrai. Dites-moi, en dehors du jeu, vous ne vous occupez de rien? Non, de rien. Il se mit en devoir de me faire passer un examen. Je ne savais positivement rien. Je ne jetais presque jamais un coup d'œil aux journaux, et durant tout ce temps, je n'avais pas ouvert un seul livre. Vous vous êtes encrouté, me dit-il. Vous avez renoncé non seulement à la vie, à vos intérêts personnels et aux sociaux, à vos devoirs de citoyen et d'homme, à vos amis, et vous en aviez pourtant. Vous avez non seulement renoncé à tout objectif hors de gagner au jeu, vous avez même renoncé à vos souvenirs. Je vous vois encore à une époque ardente et forte de votre vie. Eh bien, je suis sûr que vous avez oublié tous les meilleurs sentiments que vous aviez alors. Vos espoirs, vos désirs les plus essentiels actuellement ne vont pas au-delà de père et impair, rouge et noir, la douzaine du milieu, etc. J'en suis sûr. Bah, assez, monsieur Astley, s'il vous plaît. Ne me rappelez rien, s'il vous plaît, m'écriai-je avec contrariété, animosité presque. Sachez que je n'ai absolument rien oublié. J'ai simplement chassé tout cela de mon esprit, pour l'instant, même mes souvenirs, jusqu'au moment où j'aurai radicalement redressé ma situation. Alors vous verrez, je ressusciterai d'entre les morts. Vous serez encore ici dans 10 ans, dit-il. Parions, si vous voulez, que je vous le rappellerai ici même, sur ce même banc, si je reste en vie. Assez, assez, interrompis-je avec impatience. Et pour vous prouver que je ne suis pas si oublieux du passé, permettez-moi de m'enquérir. Où se trouve actuellement Miss Pauline? Si ce n'est pas vous qui avez payé ma dette, c'est sûrement elle. Depuis l'époque en question, je n'ai eu aucune nouvelle. Non, oh non, je ne crois pas que ce soit elle qui vous ait racheté. Elle est actuellement en Suisse, et vous m'obligerez beaucoup en cessant de me poser des questions sur Miss Pauline, dit-il d'un ton catégorique et même irrité. Ce qui veut dire qu'elle vous a porté une blessure cuisante, à vous aussi, répliquai-je en riant malgré moi. De toutes les personnes dignes d'estime, Miss Pauline est la plus méritoire. Mais je vous le répète, vous m'obligeriez grandement si vous essayiez de me poser des questions sur Miss Pauline. Vous ne l'avez jamais connue et je considère comme une offense à mon sens moral d'entendre son nom dans votre bouche. Voyez-vous ça? D'ailleurs, vous avez tort. De quoi d'autre pourrais-je parler avec vous? Jugez-en vous-même. C'est cela qui forme tous nos souvenirs. Du reste, n'ayez aucune crainte, je n'ai que faire de vos affaires intimes et secrètes. Je ne m'intéresse qu'à la position, pour ainsi dire, extérieure de Miss Pauline. Je voudrais simplement savoir dans quel état, dans quelles circonstances elle se trouve actuellement. Vous pourriez me le dire en 2 mots. À votre aise. À condition de nous en arrêter à ces 2 mots-là. Miss Pauline a longtemps été malade, elle l'est encore. Elle est restée pendant un certain temps dans le nord de l'Angleterre avec ma mère et ma sœur. Il y a 6 mois, sa grand-mère, cette vieille excentrique, vous vous en souvenez, est décédée, en lui léguant, à elle personnellement, 7000 livres sterling. Miss Pauline voyage actuellement avec la famille de ma sœur, qui s'est mariée. La situation de ses jeunes frères et sœurs a également été assurée par le testament. Ils font leurs études à Londres. Le général, son beau-père, est mort à Paris il y a 1 mois d'une attaque d'apoplexie. Mademoiselle Blanche l'a bien traité, mais elle a réussi à faire transférer à son nom tout ce qui lui revenait du legs. Voilà, je crois que c'est tout. Et des Grieux? Ne voyage-t-il pas en Suisse, lui aussi? Non, des Grieux ne voyage pas en Suisse, et j'ignore où il se trouve. Maintenant, une fois pour toutes, je vous avertis, évitez de telles allusions et de tels rapprochements indécents, où vous aurez certainement affaire à moi. Est-ce possible? Malgré nos anciens rapports amicaux? Oui, malgré nos anciens rapports amicaux. Mille excuses, monsieur Astley. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y a là rien d'offensant ni d'indécent. Je ne blâme en rien Miss Pauline. En outre, un Français et une jeune fille russe, pour parler en général,
C'est un tel rapprochement, monsieur Astley, qu'il ne nous appartient pas de le trancher ni de comprendre définitivement. Si vous n'allez pas évoquer le nom de Desgrieux avec d'autres noms, je vous demande de m'expliquer ce que vous sous-entendez par l'expression un Français et une jeune fille russe. De quel rapprochement s'agit-il et pourquoi justement un Français et inévitablement une jeune fille russe? Vous voyez, cela commence à vous intéresser. Mais c'est une matière qui prête à de longs développements, monsieur Astley. Il faudrait connaître bien des questions préliminaires. Il n'en reste pas moins que le sujet est important, si risible qu'il paraisse à première vue. Un Français, monsieur Astley, c'est une forme achevée, jolie. Vous n'êtes peut-être pas d'accord en tant que Britannique. En tant que Russe, je ne suis pas d'accord non plus, ne serait-ce que, disons, par jalousie. Mais nos jeunes filles peuvent être d'un autre avis. Racine peut vous sembler maniéré, précieux ou parfumé. Vous n'allez même sûrement pas le lire. Moi aussi, je le trouve alambiqué, tortillé, cosmétiqué, voire ridicule à un certain égard. Mais il est merveilleux, monsieur Astley, et surtout c'est un grand poète, que nous le voulions ou non. La forme nationale du français, c'est-à-dire du parisien, s'est moulée en une forme esthétique alors que nous n'étions que des ours. La Révolution a hérité de la noblesse. Actuellement, le franzousique, le plus bas, peut avoir des manières, des procédés, des tournures de phrases et même des idées d'une forme tout à fait esthétique, sans y participer, ni par l'initiative, ni par l'âme, ni par le cœur. Tout cela, il l'a reçu en héritage. Par eux-mêmes, ils peuvent être vides comme le néant et de la pire bassesse. Eh bien, monsieur Astley, je vous apprendrai maintenant qu'il n'y a pas un être au monde qui soit plus confiant et plus sincère qu'une bonne jeune fille russe, assez intelligente et pas trop maniérée. Un Desgrieux qui apparaît dans n'importe quel rôle, en masque, peut conquérir son cœur avec une facilité étonnante. Il possède une forme esthétique, monsieur Astley, et la jeune fille la prend pour sa propre âme, à lui, pour la forme naturelle de son esprit et de son cœur, et non pour la défroque dont il a hérité. Je dois vous avouer, à votre grand déplaisir, que les Anglais sont, pour la plupart, raides et inesthétiques. Or, les Russes savent assez bien discerner la beauté et ils y sont très sensibles. Mais pour distinguer la beauté de l'âme et la personnalité, il faut incomparablement plus d'indépendance et de liberté que n'en ont nos femmes, et a fortiori nos jeunes filles, et il faut en tout cas beaucoup plus d'expérience. À Miss Pauline... Pardon, son nom m'a échappé, je ne saurais le reprendre. À Miss Pauline, il faudra un temps très, très long pour vous préférer à une canaille comme Desgrieux. Elle saura apprécier vos mérites, elle deviendra une amie, elle vous ouvrira tout son cœur, mais le maître de ce cœur sera quand même cet individu odieux, ce méchant petit usurier de Desgrieux. Et cet état de choses va même durer, par simple entêtement pour ainsi dire, et par amour-propre, parce que ce même Desgrieux lui est apparu un beau jour sous l'auréole d'un marquis élégant, d'un libéral désabusé qui s'était ruiné, soi-disant, en se portant au secours de sa famille et de cet écervelé général. Tout ce manège fut révélé par la suite en plein jour, mais cela ne fait rien. Donnez-lui quand même son Desgrieux d'alors, voilà ce qu'elle veut. Et plus elle hait le Desgrieux actuel, plus elle se languit de celui d'antan, bien qu'il n'eût jamais existé que dans son imagination. Monsieur Astley, vous êtes sucrier? Oui, je suis actionnaire des fameuses raffineries Lowell et compagnie. Vous voyez bien, monsieur Astley, un sucrier d'une part et l'Apollon du Belvédère de l'autre. Cela ne va pas très bien ensemble. Et moi, je ne suis même pas un sucrier, je ne suis qu'un petit joueur de roulette. J'ai même été valet de chambre. Circonstance que Miss Pauline ne doit sûrement pas ignorer, car sa police me semble très bien faite. Vous êtes aigri, c'est pour cela que vous me racontez toutes ces balivernes, dit froidement monsieur Astley après un instant de réflexion. De plus, vos paroles manquent d'originalité. D'accord. Mais ce qu'il y a d'affreux, mon noble ami, c'est que si démodée, si éculée, si vaudevillesque qu'elle soit, toutes ces accusations sont vraies. Vous et moi, nous ne sommes tout de même pas arrivés à rien. Quelle absurdité infâme! Parce que, sachez-le donc, s'exclama M. Astley, la voix tremblante, les yeux ardents. Sachez, homme ingrat et indigne, mesquin et malheureux, sachez que je suis venu ici, à Hombourg, exprès, sur sa demande, pour vous voir, pour vous parler longuement, à cœur ouvert, et pour lui transmettre tout ce qui vous concerne, vos sentiments, vos pensées, vos espoirs et vos souvenirs. Est-ce possible? Est-ce possible, m'écriai-je.
et mes larmes coulèrent à flots. Je ne pus les retenir, c'était, je crois, la première fois de ma vie. Oui, malheureux, elle vous aimait, et je puis vous le révéler parce que vous êtes un homme fini. Et même si je vous disais qu'elle vous aime encore jusqu'à présent, vous resterez ici malgré tout. Oui, vous vous êtes perdu. Vous aviez des dons, une nature éveillée. Il y avait du bon en vous. Vous auriez même pu être utile à votre patrie qui a un grand besoin d'hommes. Mais vous ne bougerez plus d'ici et votre vie est terminée. Je ne vous accuse pas. À mon avis, tous les Russes sont comme cela. Ou tendent à l'être. Si ce n'est la roulette, c'est autre chose dans le même genre. Trop rares sont les exceptions. Vous n'êtes pas le premier à ne pas comprendre ce que c'est que le travail. Je ne parle pas de votre peuple. La roulette est un jeu russe par excellence. Jusqu'à présent, vous êtes resté honnête et vous avez préféré la domesticité au vol. Mais je frémis en pensant à ce qui peut arriver dans l'avenir. En voilà assez. Adieu. Vous avez naturellement besoin d'argent. Voici 10 louis, prenez-les de ma part. Je ne vous en donnerai pas plus parce que vous les perdrez de toute manière. Prenez-les et adieu. Mais prenez-les donc. Non, monsieur Astley, après tout ce qui vient d'être dit... Prenez, cria-t-il. Je suis persuadé que vous avez encore de la noblesse. Je vous les donne comme peut le faire un ami à un vrai ami. Si je pouvais être sûr que vous allez abandonner sur le champ le jeu et Hombourg, que vous allez rentrer dans votre pays, je serais prêt à vous donner tout de suite 1000 livres pour commencer une nouvelle carrière. Or, je vous donne non pas 1000 livres, mais seulement 10 louis, parce que 1000 livres ou 10 louis pour vous, à l'heure actuelle, c'est tout comme. Ou je vous perdrai l'un comme l'autre. Prenez ces 10 louis et adieu. Je le ferai si vous me permettez de vous embrasser en signe d'adieu. Oh, mais avec plaisir. Nous nous embrassâmes cordialement, M. Astley s'en fut. Non, il n'a pas raison. Si j'ai été brutal et stupide au sujet de Pauline et de Desgrieux, il l'a été aussi, et il va un peu vite en parlant des Russes. Je ne dis rien de moi-même. Du reste, il s'agit bien de cela pour l'instant. Tout ça, ce sont des mots, et des mots, et il faut des actes. L'essentiel maintenant, c'est la Suisse. Dès demain, oh, si seulement j'avais la possibilité de partir dès demain, renaître, ressusciter. Il faut leur prouver que Pauline sache que je suis encore capable d'être un homme. Il suffirait, mais à présent il est trop tard. Alors dès demain, oh, je le pressens, il ne peut pas en être autrement. J'ai maintenant 15 louis d'or. Il fut un temps où je me mettais à jouer avec 15 florins seulement. Si je commence avec prudence... Après tout, me prend-on vraiment pour un enfant? Est-ce que je ne comprends pas moi-même que je suis un homme fini? Mais au fond, pourquoi ne pourrais-je pas revivre? Oui, il suffit, ne serait-ce qu'une fois dans la vie d'être prudent et patient, et c'est tout. Il suffit qu'une fois seulement je tienne bon. Et en 1 heure, je peux changer toute ma destinée. Avoir la force de caractère, voilà l'essentiel. Je n'ai qu'à me remémorer tout ce qui m'est arrivé dans ce genre à Roulettenbourg, il y a 8 mois, lorsque j'eus tout perdu. Oh, ce fut un cas de décision remarquable. J'avais tout perdu, absolument tout. Je sors du Kursaal et je sens un florin remue encore dans mon gousset. Je me dis, bon, j'ai encore de quoi dîner. Mais après une centaine de pages, je me ravise et je rebrousse chemin. Je place ce florin sur manque. Cette fois, c'était le tour du manque. En vérité, c'est vraiment quelque chose d'unique que de se sentir seul à l'étranger, loin de sa patrie, de ses amis, de ne pas savoir si l'on va manger aujourd'hui et de miser son tout dernier florin. Je gagnais. Je sortis du Kursaal 20 minutes plus tard avec 170 florins dans ma poche. Et c'est un fait. Voilà ce que peut signifier parfois le dernier florin. Et quoi? Si j'avais alors perdu courage, si je n'avais pas osé me décider. Demain, tout sera fini.